Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami, collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va bien, merci Eric. J'espère que tout le monde ça va bien à la maison. Toi, Eric, ça va comment? Oui, ça va super bien. Écoute, Yann, de quoi qu'on parle aujourd'hui? Ben, pour ceux qui ne savent pas, tu sais, ça fait comme quand même 2 ans maintenant qu'on fait Parlons Ancêtres. On a déjà fait 24 émissions. Je pense que ce serait un bon moment tu sais, pour parler un peu de comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on a fait avec ça, tu sais, puis de faire un peu de reparler un peu de chacun des. Parce que souvent on fait l'épisode, puis on n'en reparle plus après, c'est comme si ça n'avait jamais existé, là. Fait que, qu'est-ce que t'en dis? Ça a-tu de l'allure de parler un peu de ça? Ben oui, puis je pense en même temps que c'est une bonne idée pour nos nouveaux auditeurs qui ont peut-être vu des vidéos récentes, qui se sont abonnés à la chaîne, mais il y en a plusieurs qui n'ont pas vu encore. Ben, en fait, on va faire un résumé du top 10 là, des émissions les plus écoutées aujourd'hui. Pour les autres qui les ont déjà vues, ben, écoutez, vous allez avoir nos impressions de ces émissions-là en même temps. Je prends la peine de parler des auditeurs qui sont toujours plus grandissants. Savais-tu qu'on était rendu à au-dessus de 300 abonnés sur la chaîne? Oui, quand même, c'est bien. En fait, on approche le 310 qui était mon objectif là, pour l'année 2024, fait que, qui est déjà atteint. Alors, C'est excellent. je profite de l'occasion pour remercier tous nos auditeurs, là, surtout ceux qui prennent la peine là, de remercier, de commenter ou de partager. Fait que c'est ça. Oui, ça, Alors, ça est-ce que rend les tu es... choses intéressantes. Tu sais, on ne fait pas ça pour nous autres, là. Moi, je ne fais pas ça pour m'écouter parler. Je fais, l'objectif, en tout cas, on espère que les gens aiment ça. Puis, ben, s'il y a des gens qui s'abonnent, ben, c'est parce qu'on pense qu'ils aiment ça. Fait que, merci de Exact, commenter. On veut savoir c'est quoi que vous aimez, c'est quoi que vous n'aimez pas en même temps. Merci beaucoup. exactement. Fait que, es-tu prêt à commencer ça? Tout à fait. On peut commencer avec la première émission, celle sur l'adoption Ouais, avec mon père. Bon, oui. pour ceux qui ne savent pas, mon père est décédé là, quelques mois après les enregistrements là, de cette émission-là. Puis moi, je trouvais ça vraiment important là, qu'il puisse raconter cette histoire-là. Mais toi, Yann, qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu as retenu de cette émission-là? Ben, c'est intéressant parce que on parle, souvent quand on parle d'adoption, on parle, tu sais, comment c'est maintenant. Puis là, on a tu sais, il y a quelques générations, c'était très différent. Puis ton père, lui, il l'a vécu, il se l'est fait raconter, tu sais, c'est quelque chose de concret. Puis ton père, c'est un raconteur hors pair, là. On voit d'où c'est que tu tires ta façon de raconter les choses. Fait que c'était vraiment un sujet le fun. C'était particulier aussi, puis c'était notre première émission. Fait que je trouvais ça bien qu'on ait un invité ben, toi, tu connais beaucoup mieux. Moi, je savais c'était qui, mais que tu connais bien parce que ça nous mettait un peu à l'aise pour commencer. Tu sais, il faut prendre nos pas dans une émission, surtout quand on passe des entrevues, là, tu sais, d'une façon normale de notre vie journalière. Là, au travail, on ne pense pas des entrevues comme ça. C'était nouveau. En tout cas, pour moi, c'était la première fois que j'enregistrais une entrevue pour la diffuser. Puis ton père, il était vraiment génial. Là, ça a été super bien. Ça a fait, en tout cas, moi, je trouve que c'était une bonne émission. C'est un sujet intéressant, c'est un sujet compliqué. Puis on a enregistré ça pendant que moi, je n'étais même pas au pays. Puis ça s'est bien passé. Toi c'est quoi que tu as retenu de cette émission-là? Là? Ton père, qu'est-ce qu'il connaissait déjà? Ben, c'est sûr que mon père m'avait déjà raconté là, beaucoup de ce qu'il racontait là. Puis c'est pour ça que je voulais mettre ça, faire une captation de ça, parce que je trouvais ça super intéressant. Mais il y a des choses qui m'avaient peut-être soit pas raconté ou, bon, raconté il y a très longtemps, puis que je me souvenais plus. Mais moi, ce qui m'a un peu marqué, c'est quand il racontait que mon grand-père avait été adopté, puis il s'était fait un camp de bûcheron sur la terre de son père adoptif, de ses parents adoptifs. Puis il bûchait 8 cordes de bois par semaine avec son frère, puis il avait 10 ans, puis il avait 10 ans, puis son frère, il avait 12 ans, là, puis il partait la Toi, Eric, semaine. combien tu es capable de faire de cordes de bois dans une semaine?
Je te dirais que dans une vie, on n'est pas fait le total d'une. Fait que toi, je C'est pense non, c'est c'est pas la impressionnant. même vie. C'est ça, c'est pas la même vie que maintenant, c'est pas les mêmes gens que maintenant. Ouais, j'avoue que c'est particulier. Mais il y avait Ouais. quand même un esprit d'entrepreneur là, pour. Ce qui faisait ça, dans le fond, c'était comme. C'est pour faire de l'argent, là. C'est quand même quelque chose. Oui, puis aussi, ce que j'ai retenu, ce que je me souviens, c'est qu'il devait donner deux. Il vendait, il faisait 8 cordes de bois qu'il vendait une pièce chaque, puis il splittait ça à Pèse la deux. corde. Il devait donner 2 $. Il restait 4 $ à la fin de la semaine. Il avait donné 4 $ à son frère, puis il fallait qu'il donne 2 $ à sa famille pour être en pension. Là. Toi, Yann, Ouais. tes enfants, combien est-ce qu'ils payent de pension pour être chez vous? Zéro pin bar. Puis ils ont quel âge? On a un grand inventaire, on a beaucoup d'enfants ici, là, mais on en a qui sont adultes, on en a qui sont encore à l'école primaire, puis il n'y en a aucun qui. Mais tant qu'ils sont à l'école, là, c'est une façon de procéder, là, mais ça l'a beaucoup. Moi, je me souviens que ma mère, elle parlait quand elle a arrêté de travailler, je pense, en 9e année, si je me souviens bien. Là. Elle travaillait dans une compagnie qui faisait des bottes. Puis il fallait que, tu sais, c'était pas genre 2 piastres sur 8 piastres. Là. Elle sortait avec sa paye, elle arrêtait au magasin de disques parce qu'elle voulait s'acheter quelque chose. Elle s'achetait un disque à chaque paye. Puis quand elle arrivait à la maison, sa mère réclamait sa paye. Elle faisait pas de l'argent, c'était pour la famille, c'était pas pour elle. Hmm. Ouais, Tu sais, c'est différentes époques, différents mœurs. Moi, quand j'ai commencé à travailler à 15 ans, là, mes parents, je ne donnais pas de cash. Là. Non, c'est ça. On dit ça de nos enfants aujourd'hui, mais en même temps, nous non plus, là, on n'a pas Ouais, c'est vécu ça. ça, là, vivre une pension, là, payer une pension chez nos parents, surtout pas à 10 Ouais. ans. Ben, si j'avais, tu sais, quand après avoir terminé l'école, si j'avais été chez mes parents, là, ou à la fin de mes études, là, pendant que je travaillais, d'une façon, tu sais, avec un revenu qui était plus substantiel, là ils m'auraient chargé. Mais pendant que j'étais, c'est pas Non, trop. Mais c'est le ça. monde aussi allait à l'école, tu sais, là, 2, 3 générations, là, le monde faisait deuxième, troisième année de top. Fait que c'était vraiment différent. Tu sais. À 12 ans, tu travaillais, c'était pas normal d'être à l'école, c'était exceptionnel. Ben, en tout cas, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir cette émission-là, qui est en troisième place de toutes Quand même, nos vues par rapport à Parlons Ancêtre, avec un peu plus de 400 vues. Tu disais tantôt, là, bon, c'était notre première, puis bon, au niveau de faire une entrevue, pour nous, c'était aussi là, dans nos premiers pas. On a quand même appris là, beaucoup depuis ce oui. temps-là. Puis c'était Euh, aussi de prendre un peu tu sais, de trouver comment est-ce qu'on voulait. Tu sais, ça s'appelle Parlons Ancêtre. Là. Au début, on se disait on va jaser avec les invités, mais finalement, on laisse les invités beaucoup plus prendre leur place. Puis tu sais, c'est plus une entrevue qu'une discussion. Là. ouais, c'est Mais ça. il fallait prendre un peu le pas. Là, ça l'a pris quelques émissions, je pense, avant qu'on prenne un beat qui était vraiment impressionnant. Mhm, mhm. On a, lors de la quatrième émission, on est sorti parce que, bon, comme tu disais, au niveau des invités, faut quand même se faire connaître un peu, puis il faut quand même aussi faire de la recherche puis trouver des gens. Puis on a eu une superbe invitée pour la quatrième émission qui est venue nous parler de l'histoire de la religion à travers là, l'histoire du Québec avec Anne-Marie Tapp. Qu'est-ce que tu as pensé de cette émission-là, Yann? Elle connaît ça d'une façon phénoménale. C'est comme, tu sais, il y a des gens qui aiment certains sujets, là. Elle, c'est l'histoire de la religion. C'est intéressant parce que nos ancêtres, là, on s'entend. Au Québec, là, pour ceux qui ne connaissent pas le Québec, comme 80% de nos villes s'appellent Saint quelque chose. Puis des fois, il y a même des saints qui reviennent parce que ça a été les religieux qui ont aidé beaucoup à coloniser. Puis, ben, c'est parce que c'était important pour nos colons, pour nos ancêtres qui colonisaient, d'avoir quelque chose pour se raccrocher, sur lequel il était commun. Puis c'était l'Église souvent, parce que c'est là que le monde se voyait, parce que le monde travaillait ses terres souvent. Puis ben, c'est quand même intéressant de parler de comment que ça se passait, qu'est-ce qui c'était, comment que ça marchait. Puis avec un invité qui connaissait ça là, vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est sûr qu'il y a, comment dire,
on entend, nous, on avait pris un peu la trame du bon côté de la religion, là, parce que les mauvais côtés de la religion, je pense qu'on en a entendu Ouais. de long en large, quoique sûrement qu'il y en a encore plus, mais reste que à travers l'histoire du Québec, la religion a toujours, ben, à part récemment, là, mais a toujours eu une histoire Jusqu'à la Révolution tranquille, mettons. très importante dans l'histoire du Québec, mais a eu des fonctions, disons-le comme ça, puis une importance qui était diverse là, quand même à travers l'histoire. Là, tu sais, par bout, au début, c'était plus des missionnaires. Puis bon, quand on a eu là, la rébellion des patriotes, ben là, il y a eu la revanche des berceaux. Puis là, la religion a mis la main mise là, dans la vie des gens, là, ce qui n'était pas nécessaire, qui était un peu le cas avant, mais moins prononcé là, qu'après la revanche des berceaux. Puis bon, comme tu dis, Anne-Marie est religiologue, donc bon, elle connaît là, quand Un même thème que je ne cette connaissais trame. même pas avant qu'on fasse nos recherches pour l'émission. Puis c'est sûr il y a des sujets comme ça qu'on aimerait ça approfondir. Là. Tu sais, moi, j'aimerais ça en entendre plus sur les missionnaires parce que, bon, ils ont écrit, ils ont été dans les villages autochtones, tu sais, si on connaît une partie de la vie de nos ancêtres, c'est à cause de ces gens-là qui, bon, Il écrivait beaucoup. ils écrivaient beaucoup, puis bon, il fallait être quand Ben, même c'est d'une ça, certaine moi, diplomatie. Tu sais, puis c'était quoi la vie de ces gens-là, tu sais, qui n'ont pas nécessairement été nos ancêtres, parce que pour des raisons évidentes. j'ai un grand-oncle qui était frère du Sacré-Cœur et qui faisait de la généalogie. Ce qui implique qu'il y a des écrits de mon grand-oncle qui parlent de la généalogie de sa famille, donc de la généalogie de ma famille. Et Mhm. c'est vraiment, je pense que c'est quand même commun chez les religieux de faire beaucoup de trucs par écrit. Ils n'ont pas laissé de descendance, mais à la place, ils ont laissé beaucoup d'écrits. Ouais, en tout cas, super intéressant comme émission pour avoir de savoir plus sur l'histoire là, de la religion là, au Québec, des débuts de la Nouvelle-France là, jusqu'à aujourd'hui où est-ce qu'elle n'est plus si présente que ça. Bon, comme on disait un peu, je pense, en conclusion de cette émission-là, quand il y a un vide se crée, il se remplit autrement. On peut le voir dernièrement. Mais bon, ça nous permet là, de comprendre aussi c'est quoi notre vision à nous par rapport à la religion là, au Québec. Cette émission-là est quand même en 5e place avec plus de 300 vues. Ouais, pour un Et sujet, on s'entend que la religion de nos jours, ça ne fait pas nécessairement fureur. non, Elle a non. quand même beaucoup de gens qui l'ont vu. Moi, je trouve ça intéressant. Oui, tout à fait. Au niveau de la 5e émission, ben là, on a rencontré un ami, Philippe Aubry, qui est venu nous raconter l'histoire de la colonisation des Laurentides. Philippe, je l'ai rencontré par le biais de sa chaîne qui s'appelle Histoire d'un Nord. Super Euh, intéressant. Allez voir Histoire d'un Nord. Il parle beaucoup de comment que c'est, tu sais, des villages dans le Nord, dans ce que nous autres on appelle le Nord. C'est le dans les nord de Laurentides. Montréal, Ouais, c'est notre nord. ouais. Ben, Ben, c'est son Nord, en tout cas. c'est ça, comme tu dis, c'est l'histoire d'un nord. Puis ça en est un. Puis, ben, écoute, je pense que toi, Yann, ça te touche un peu parce que tu as des ancêtres là, qui ont été colonisateurs de l'Abitibi du côté Lauson. Ouais, ben, toute Saint-Jérôme, ces endroits-là, tu sais, chacune des étapes qu'on discute dans la colonisation du Nord, les Lauzons étaient là. C'est ma famille. C'est pas juste ma famille, c'est la famille à plein de gens. Mais les Lauzons étaient présents. Puis quand on parle du développement des Laurentides, on parle de l'histoire de ma famille parce que ma famille a participé au développement des Laurentides. On parle du curé Labelle là-dedans, mais le curé Labelle, il a marié de mes grands arrière-grands-oncles. C'est spécial. Tu sais, c'est pas mon arrière, ouais, trois arrière-grands-pères. Il s'est installé ils ont fondé un village, euh, probablement parce que le curé Labelle les a suggérés d'aller s'installer là.
C'est l'histoire du Québec, mais c'est aussi l'histoire de ma famille, c'est l'histoire de la famille de plein de monde, c'est notre histoire à nous. Mais moi, je trouve ça passionnant parce que c'est mon patronyme, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Ah, puis toi, Eric, qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, ce que je trouvais le fun, c'est que j'habitais à ce moment-là, j'habitais à Namur, qui est pas dans les Laurentides officiellement, mais qui est le résultat un peu là, de ce qu'on racontait, là, la colonisation des Laurentides. Ça s'est fait parce que les protestants, en partie, parce que les protestants, ils montaient la rivière Rouge. Puis bon, les catholiques, fallait les contrer, qui était l'objectif du curé Labelle, puis de fonder des villages catholiques un peu partout pour arrêter la progression des protestants vers le nord. Puis bon, moi, Namur, en fait, où est-ce que j'étais? C'était Saint-Émile de Suffolk que ça s'appelait. Puis c'est le résultat là, de cette colonisation-là. Donc, la maison que j'habitais, Puis moi, ils se sont mariés à Saint-Jérôme, où est-ce que c'était le curé Labelle, puis là, je parle pas de mes ancêtres, mais les habitants de la place où j'habitais à l'époque. Puis c'était le curé Labelle qui était le curé à l'époque, c'était pas lui qui les a mariés, c'est son vicaire, mais il reste que c'était lui qui était le curé, puis ils ont probablement rencontré le curé Labelle, puis cette maison-là est un résultat là, du travail du curé Labelle, là, en quelque sorte. Là. Puis ça, je trouvais ça cool de constater ça. Hey, Eric, dans ton coin là, à Namur, là, c'était qui le député? Je pense que c'est Stéphane, son nom. Je me souviens plus de son prénom, mais c'est Lauzon. Bon, ouais, Lauzon, puis c'est ça, il y a beaucoup d'industries qui s'appellent Lauzon dans ce coin-là. Cette émission-là est en 6e place au niveau des vues, avec plus de 250 vues. La 7e émission, c'est notre numéro 1. Qui a connu une grande progression un peu dans le temps des fêtes. Ça avait connu un certain succès quand même, puis ça a plané pendant un certain temps. Puis là, ben, dans le temps des fêtes, ça a monté, puis depuis, ça a une belle petite progression. En première place, avec plus de 700 vues, 160 heures de visionnement total. C'est l'émission avec Paul Lavigne qui nous a raconté l'histoire là, de son ancêtre du régiment de Carignan-Salière. Qu'est-ce que tu as pensé de cette émission-là, Yann? Premièrement, le régiment de Carignan-Salière, c'est intéressant parce que si on est Québécois, francophones, que nos ancêtres ils datent du début de la colonie, on a des ancêtres qui sont des anciens membres du régiment Carignan-Salière. Paul Lavigne, là, hey, c'était un charme à passer en entrevue. Il était habitué de parler à du monde. Là, puis là, des fois, on se demandait même s'il fallait poser des questions, s'il fallait juste les laisser aller. Parce qu'il raconte, tu sais, lui, il écrit, il y a une histoire à raconter, puis il la raconte très bien. Puis c'était vraiment un sujet le fun. Il parle, tu sais, des endroits en France où est-ce que ces gens-là passaient. Il m'a donné des spots que je suis allé visiter plus tard, à un moment donné, pendant un séjour en France. Comment que ça se passait, la traversée, comment que ça se passait, tu sais, nos ancêtres, ils sont installés, c'est quoi leur vie à eux autres? Lui, il a fait des recherches là-dessus pour faire quelque chose qui était autant que possible réaliste, là, historiquement. C'est pas un historien, c'est un romancier. Mais, tu sais, comme je lui disais, pourquoi est-ce qu'on parle pas de nos ancêtres comme ça? Pourquoi il n'y a pas de télésérie qui parle de ça? C'est quelque chose qui serait super intéressant. Puis c'est bien parce que lui, justement, ceux qui sont intéressés, là, il y a un roman qui a publié sur ça. Là. Fait que c'est quelque chose c'est un ouvrage qui peut s'acheter et qui peut se lire. Moi, je trouve ça passionnant, puis c'était vraiment agréable là, comme discussion. Toi, tu as aimé ça? Oui, puis ben écoute, comme tu disais, le régiment de Carignan-Salière, faudrait qu'il y ait un monument en leur honneur, faudrait qu'il y ait une fête, quelque chose. Je pense qu'on les souligne pas assez, au même titre que les filles du roi, qui est un sujet qu'on n'a pas parlé, mais qu'on aimerait là, éventuellement là, parler avec quelqu'un.
Mais ceci étant dit, pour les soldats du régiment de Carignan-Salière, ben, il a amené une certaine paix. Hein. Faut pas oublier qu'on est arrivé ici, on est en guerre, puis bon, on a choisi notre clan, on n'a pas choisi la guerre en tant que telle. Puis bon, on est rendu presque 60 ans plus tard que c'est encore la guerre, puis ça nous tente pas bien, bien, là. Quand tu essaies de vendre l'idée là, aux Ouais. Français de venir coloniser le Nouveau Monde, puis là, tu leur expliques que ça se pourrait que tu te fasses Pas tuer trop de par la des... ville, parce que ça se peut qu'il y ait des flèches, tu sais, C'est ça, puis bon, fait que là, ou des puis eux autres rails. sont arrivés, hein, puis ils ont été d'une efficacité exemplaire, puis des gars qui, 6 mois auparavant, avaient jamais tenu une carabine dans leurs mains, là, puis qui ont été recrutés dans des tavernes en France, hein. Ouais. C'est magnifique comme histoire, là. Tu sais, je veux dire, les gars, ils partent de 3 régions, ils les recrutent au fil qui s'en vont vers La Rochelle, ils se font entraîner quelques semaines, mois peut-être, puis ils traversent, puis c'est une traversée, bon, toutes les traversées, il y en avait pas une facile, là. Fait que, bon, fait que pour ceux qui sont restés, qui sont arrivés, puis là, ben, ils s'en vont dans un nouveau monde qu'ils connaissent pas, puis ils décident d'aller attaquer l'hiver. Puis bon, Ouais, ben, c'est c'est... les Français Ben, dans la neige, là, ils connaissent même les Français de nos jours, ils ont de la misère avec notre hiver. Fait qu'imagine dans ce temps-là, ils ne connaissaient pas ça tout, là. ah ouais, tu sais, C'était quelque chose. puis là, ben, son ancêtre, là, André Poudrette Dilavigne, Poudré qui Dilavigne, Poudré du qui David. faisait des chaussures, ben, il a appris à faire des mocassins, puis il fait des mocassins pour les soldats français. Tu sais, moi, je trouve ça magnifique là, comme histoire. Là, tu sais. Puis ça, c'est l'histoire de son ancêtre, puis qui est celui de beaucoup hein, Ouais. de nous, de nos auditeurs. On l'a peut-être pas trouvé dans nos arbres, mais ça serait pas impossible qu'on le Ouais, retrouve un on n'a jour. pas toujours tout développé nos arbres. Lui, il nous contait qu'ils se sont entraînés à Saint-Jean-d'Angély. Je suis allé à Saint-Jean-d'Angély, qui n'est pas super loin de Cognac. C'est une citadelle. Il reste encore des murs. Ils ont une tour d'horloge qui date probablement de l'époque qui était là. Super accueillant comme gens là-bas, c'était super agréable. Si ceux qui aiment faire du tourisme en Europe et d'essayer en même temps d'en profiter pour voir des endroits que leurs ancêtres sont allés, Saint-Jean-d'Angély, c'est un bel endroit que j'ai découvert parce que justement, on avait fait une entrevue puis qui nous parlait de Saint-Jean-d'Angély. Puis pas longtemps après, j'allais en France, puis je suis comme hey, c'est pas super loin de là où je vais être. Je l'ai profité. C'est vraiment c'est une belle place. Cool, cool. Ben, d'ailleurs, parlant de la France, on a un certain un auditoire français. Je serais curieux de savoir, parce qu'on dit hein, que je me souviens plus du nombre exact, on parle d'à peu près 800 là, soldats qui sont venus en Nouvelle-France. Il y en aurait environ 400 là, à peu près, là, si ma mémoire est bonne, qui sont restés. Puis il y en a d'autres qui Ouais, puis sont retournés, ceux-là, mais eux autres qui sont retournés, ils ont offert une descendance. Il y a donc potentiellement en France, ouais, ou en en Europe. France, probablement en France, donc ça veut dire c'est On a descend, des cousins français qui ont potentiellement des ancêtres qui sont qui ont venus sauver la défendu colonie. la colonie ici, puis qui ont peut-être une super belle descendance. Là, ça serait intéressant. Ça- Si vous êtes français et que vous savez que vous avez un ancêtre qui était un soldat du régiment Carignan-Salière qui est revenu en France, on veut vous parler. Ouais, Envoyez-lui un petit courriel. la 9e émission, erreur commune en généalogie. Ça, je pense que là, on retombe dans des trucs. On n'a pas Oui, d'invité, c'est moi et Yann. On vous explique on vous donne des raccourcis que vous ne faites pas nos erreurs, disons. Dans le oui, sens que toi, parce que l'épellation des patronymes, ouf. on s'est tout gratté à la tête là, au début, là, quand tu dis, ben voyons, c'est pas Charret puis Charette, c'est pas la même personne. C'est pas le même, ça se peut pas, tu sais. Ou, tu sais. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on ne réalise pas de nos jours, c'est que les gens, ils n'écrivaient pas avant. Il y en avait qui écrivaient, il y en a beaucoup qui n'écrivaient pas, c'était juste le curé qui écrivait. Fait que, tu sais, quand tu arrives et que tu te dis, moi, mon nom, c'est le Ragouin quelque chose, là, tu sais,
que moi, un bon exemple, la mère à mon père, c'est une Odette, A-U-D-E-T. Mais tu sais, si on dit un Audet, des Audettes, c'est quoi, comment ça marche? Pourquoi ils disent Odette au lieu de Audet? Euh, Ça donne des problèmes comme ça parce que tu sais, en plus, selon le curé, il écrit ça A-U-D-E-T, O-D-E-T, O-D-E-T-T-E, A-U-D-E-T-T-E. C'est tout le même nom? C'est pas le même nom? Ceux qui ont des LT à la fin, des LX, ça dépend vraiment Mm. beaucoup de qui est-ce qui l'a écrit. Puis ça, ça rend les recherches. Là. Puis ça, c'est sans compter les noms qui changent. Là. Moi, j'ai dit des ancêtres, le Hubert, que dans le fond, c'était pas Hubert, c'était Hébert, mais c'était pas Hébert, c'était le Hubert. Fait que quand tu arrives en France, c'est même plus le même nom que ce que tu avais. C'est compliqué. Mm. C'est des erreurs faciles à faire. Il y a beaucoup d'erreurs. On a fait 2 émissions là-dessus quand même sur les différentes erreurs. Puis c'est important, si on veut faire le moindrement des recherches, de ne pas faire ces erreurs-là, des erreurs communes, faciles. Il faut juste le savoir. Fait que si ça vous tente de faire de la généalogie, c'est un sujet intéressant à aller voir parce qu'on apprend vraiment que c'est pas faire, dans le fond. Ouais, que Toi, c'est tu en pas, faisais ces c'est pas. erreurs-là, ouais. Ben, c'est pas, tu sais, quand tu arrives avec des gens, puis ils apparaissent sous le nom de Deschamps dans le recensement, tu sais, quand tu sais ça, Ça débloque là, des là, ça choses. devient pas, tu sais, auparavant, tu aurais dit, ah non, ça peut pas être eux autres, tu sais, ça peut pas, même si les Ouais, noms, François, Melvina, Claudia, tous les mêmes noms, tu dis, ah ben non, s'il y a écrit Deschamps, c'est pas comme aujourd'hui, là, aujourd'hui, tu arrives à faire ton passeport, tu vas pas changer ton nom, là, et ça va, ouais. il y a un On va flag te qui va se demander lever en comment quelque tu l'écris ton nom, tu sais. c'est ça. Puis il y a une flag qui va se lever en quelque part. Là. Moi, si je dis mon nom, c'est Belliveu au lieu de B-E accent aigu, Liveu. Bon. Ouais, De toute c'est façon, il bizarre. va falloir que je présente mon Ton certificat de certificat de naissance. naissance qui n'existait pas avant. Là aussi, il y a une grosse partie de notre population qui avait demandé d'émigrer vers les États-Unis pendant la révolution industrielle. Ouais. Puis les Américains, ben, des noms français, tu sais, ils ne savent pas écrire ça. Ben, ils ont Fait rajouté que, des TE, entre ouais, autres. aussi. Mais ouais, parce que c'est quand ils le prononcent en anglais, c'est Audette. Mhm. Moi, j'ai vu un Gosselin, que ça s'écrivait aux États-Unis, G-A-S-L-I-N, Gosselin. Euh, des fois, il faut être un peu imaginatif pour voir c'est quoi les erreurs qui ont été faites, comment est-ce que ça pouvait se passer. Puis ça donne ça nous donne des mots de tête pour réussir justement à trouver ça. C'est spécial, là. J'ai vu des Saint-Marseille qui sont devenus des Summerside. Summerside, Summerside. Summerside, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, il y en a des pas Euh, pires. ouais, c'est ça. Les Donc, prénoms aussi, là, les prénoms changeaient vraiment souvent, là. en fait, si votre patronyme est resté le même d'aujourd'hui depuis le début de la colonie, ça serait bien étonnant quand même, là. Même Lauzon, qui n'a pas changé, il s'écrit plus pareil. Il l'écrivait qu'un S avant. Mhm. Ouais. Ben, OK, Béliveau, sur les Acadiens, ça restait le même. Mais bon. Ah, ben, tu dis ça, mais il y en a qui l'écrivent un peu différemment. Oui, oui, ben moi, c'est différent. Avec le C'est ça. accent aigu, c'est différent. Mais c'est ça. Fait que, Hébert bon, est là, resté pareil. Le ouais. premier colon canadien-français, mais il n'y a plus de descendance, c'était d'autres Hébert qui sont arrivés. Ceci étant dit, quand même, des fois, quand on va dans des sujets très précis comme ça, on a quand même plusieurs vues. Il est en 8e place avec 200 vues. La 11e émission qu'on a faite, une autre émission qu'on a faite, moi puis toi, puis ça, c'était pour une fois on parlait On parle d'actualité, d'actualité. parce que c'était quand le recensement de 1931 est sorti en juin 2023. Ouais, l'an euh, passé. L'an passé, en juin. Puis là, bon, écoute, t'as-tu fait des nouvelles découvertes depuis ou qu'est-ce que tu avais trouvé d'intéressant dans le recensement de 1931? Moi, quelque chose, parce que tu sais, j'ai de la famille, des ancêtres qui avaient fait de la politique un peu, comme le recensement de 1921 dans ta région, là. Ça avait été écrit de la main de mon arrière-arrière-grand-père. Là, j'étais intéressé en 31, qu'est-ce qui se passait? Il était pas recenseur. J'étais un peu déçu. Mais j'ai appris par contre que, parce que là, il y avait
c'était une news qui rajoutait, premièrement, y avait-tu des radios, quel langage qui parlait. Il y avait beaucoup plus Le d'informations. chômage, Le chômage, oui. parce que Puis, c'est après la crise économique. ouais, ben c'est ça, il essaie de voir. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que mon arrière-grand-père déclarait savoir parler écrire en anglais. À l'époque, parce que le monde, souvent, il ne savait même pas écrire, là. Mais lui, il était capable, il était bilingue, là, mais c'est pas tout le monde qui comprenait l'anglais à ce moment-là, là. Moi, personnellement, c'est une information que je trouvais intéressante, qu'on n'avait pas des recensements avant ça du tout, là. C'est comme ça nous donne vraiment de l'info sur la vie des personnes que j'aurais pas deviné. Si on m'avait demandé, j'aurais dit, je parle juste français, là. Mais non, il était bilingue à une époque où les gens étaient rarement bilingues, souvent ils n'étaient même pas lettrés. Toi, as-tu découvert quelque chose? Ben, moi, ce que j'ai constaté souvent, c'est que les gens en campagne radio oublient ça, là, en 1931. Alors qu'en ville, un peu plus, surtout ceux qui ont un meilleur salaire, disons. Ouais, ça coûtait cher une radio dans ce temps-là. C'est le prix d'un char. Oui, oui. Puis c'est les gens qui étaient peut-être un peu plus curieux, j'imagine, qui voulaient s'informer, qui voulaient entendre de la nouvelle musique. Parce qu'avant ça, écouter de la musique, il fallait que tu aies un gramophone, puis que tu Ouais. aies le disque, là. C'était encore nouveau, mettons, les ondes radio, là, d'une façon commerciale, là, d'une façon publique, là, démocratisée. Il n'y avait pas des stations de radio partout, maintenant. Ben, je pense que si ma mémoire est bonne, le premier match du Canadien à la radio, c'était en 1929. Là, fait que c'est quand même. Ça a dû faire en sorte qu'ils vendent beaucoup de radios à Montréal, sérieusement, là. Fort probablement. Fort probablement. J'ai hâte d'étudier cette période-là. Peut-être justement qu'ils vont en parler. Mais bon, ceci étant dit, moi, le recensement, je trouvais ça intéressant aussi. Le fait, il avait vraiment développé la colonne chômage, là, sans emploi, puis pour quelles raisons, combien de temps, tu travaillais dans quel domaine, dans l'agriculture, dans ci, dans ça, dans ça, dans ça, puis pour vraiment avoir une bonne, puis c'est ça, moi, le recensement, je trouve ça vraiment intéressant en général parce qu'on va chercher beaucoup d'informations sur la vie de nos ancêtres. Le Ouais, là, le foyer prochain, c'est familial. dans 10 ans qu'on va l'avoir. C'est loin, là. Mais il y a vraiment beaucoup d'informations. Même que ça sorte, là, on va, encore une fois, Ça va avoir être, beaucoup d'informations. ben, ça va être Ouais. pendant la guerre. L'autre, le prochain, ça va être dans 41. Fait que Ça risque d'être intéressant. malheureusement, c'était Parce avant la conscription, parce que si ça aurait ouais. été après, on aurait pu voir des déserteurs, mettons, tu sais, tu dis, ah, il n'est pas là. Il n'est Ouais. pas là. Et puis là, ce que c'est intéressant aussi, c'est que quand on va arriver à 41, tu sais, quand on fait les recensements 1921, 1931, c'est nos grands-parents très jeunes, là, bébés, enfants. Mais là, on Plus arrive jeune à. que nous. Ouais, c'est ça. Puis là, on arrive à une génération qu'on a potentiellement connue, mais à l'âge adulte. Donc, ils vont avoir eux-mêmes leur foyer, des fois, pas tout le temps, ça dépend des quel groupe d'âge, ainsi de suite, là, mais des gens qu'on va avoir côtoyés, puis qu'on va avoir tu sais, une bribe de leur vie de cette époque-là. Là. Fait que c'est intéressant, parce que on n'a pas, à moins que tu leur aies posé la question, qu'est-ce que tu faisais en 1941, tu ne sauras pas. Ouais. Ben, en tout cas, cette émission-là a été 7e place, quand même intéressant, avec 250 vues. Je pense qu'on va peut-être faire d'autres. On n'attendra pas au recensement de 41 pour en faire un autre, mais je serais peut-être intéressé à un moment donné faire pour 1921, 1911, tout ce qu'on découvre dans ces recensements-là. Oui, puis parler des différents recensements, parce que les premiers recensements, tu avais genre le chef de famille puis la titre. Ouais. Sa job, puis savais-tu lire et écrire, genre. Mais en 1666, ce qui les intéressait, c'est juste savoir combien est-ce qu'il y a de gens dans la colonie. C'est comme Ouais, la titre. oui. Tu n'as T'as pas lu beaucoup Jean Talon. d'informations. Puis il l'avait raté, il l'a refait en 67. Mais on va garder ça pour un autre moment. Là. On va avoir plein de temps pour jaser de ces différents D'ailleurs, recensements-là. je pense que c'est un de tes ancêtres qui a inventé ça, les recensements.
Ah, ça se pourrait, ça. Ouais, C'est c'est quand que Guillaume le Conquérant il est arrivé en Angleterre. Tu ouais, sais, quand tu viens d'acquérir un tel territoire, tu aimerais ça la savoir qu'est-ce que petite île. tu. Ouais. Qu'est-ce que je viens de faire, moi, là? Ouais. Fait que, me semble qu'il appelait ça Doomsday Book. Là, j'y Ouais. vais de mémoire, là, mais c'est ça, le premier recensement, c'était pour. 12e épisode, invité, on retourne avec un invité super intéressant qui on va peut-être visiter là, en octobre, Timothy Beaulieu, qui nous a Ouais. parlé de l'exode des Canadiens français. Qu'est-ce que tu as pensé de cette émission-là? Ben, moi, c'est le cheminement qui nous a amené éventuellement à voir ça. C'est que, tu sais, Timothy Beaulieu, ben, tu sais, lui, il organise à chaque année, en fait, un Poutine Fest. Mais, tu sais, le monde, ils vont peut-être pas deviner si on peut vu l'émission, mais Timothy Beaulieu, c'est pas un Québécois, là. C'est un Franco-Américain. Puis, lui, dans le fond, c'est qu'il organise un gros Poutine Fest aux, aux États-Unis. Fait que là, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui vont manger de la poutine dans un festival, puis c'est souvent des Franco-Américains. Ils en profitent pour faire la promotion des Franco-Américains et de la culture franco-américaine, parce que, bon, pour les gens qui ne comprennent pas trop, ce pas des gens qui parlent français aux États-Unis, c'est des gens qui descendent de Français, donc de Canadiens français. Il y a eu une grosse migration pendant la Révolution industrielle de Canadiens français dans les usines dans le nord-est américain. Il y avait des petits Canada. Puis, ben, ces gens-là, j'ai des ancêtres qui sont allés puis qui sont revenus. Moi, je suis au Québec, mais il y en a qui sont restés là-bas, même Mhm. de mes arrière-grands-oncles qui étaient restés là-bas puis qui ont sûrement eu une descendance là-bas. Puis ces gens-là, souvent, ils vont avoir un nom français ou un nom déformé français, comme Timothy Beaulieu, qui est un descendant de Canadiens français, mais aux États-Unis. Puis, ben, il y a eu différents événements qui ont fait que la culture francophone se perde un peu dans le melting pot américain. Mais ces gens-là, il y a comme un renouveau un peu comme les descendants d'Irlandais ou les descendants Mhm. écossais. Ici, on a déjà écossais, on a de la danse, on a la festival de la Saint-Patrick, on a la parade. Puis, ben, de la même façon, aux États-Unis, les Franco-Américains, eux autres, ben, ils sont fiers de leur descendance française, canadienne française. Puis c'est un gros mouvement, il y a plein de choses qui se passent. Puis c'est ça qui nous a fait découvrir. Moi, j'aurais pas deviné là, avant qu'on commence à faire, qu'on commence à s'intéresser justement aux Franco-Américains. Si on m'avait dit, y a du monde aux États-Unis qui sont intéressés à la culture canadienne française, j'aurais fait non. Mais justement, oui, il y en a, puis il y en a vraiment beaucoup. Mais quand on y pense aussi, il y a eu plein de gens de colonies françaises. Si on fait juste parler des Cajuns, les Acadiens déportés en Louisiane, les Canadiens français puis ces gens-là ils font un peuple distinct dans le melting pot américain. Mhm. Euh, puis, ben, c'est ça, il y a des livres qui s'écrivent là-dessus, il y a des podcasts, c'est super intéressant. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis d'ailleurs, Timothée, on y parle encore. Là, je veux dire, c'est un ennemi maintenant. Là. Moi, je trouve ça super le fun. C'est comme vraiment ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils essayent de propager le fait français aux États-Unis. Je trouve ça vraiment impressionnant. Ouais, puis moi j'ai rencontré Timothée parce qu'il a fait au début de la pandémie, il a fait un groupe sur Facebook qui s'appelle Le Rêve de Gagnon. D'ailleurs, je vous invite à aller suivre ce groupe sur Facebook. Ils vont donner des petites nouvelles là, sur la communauté franco-américaine. Mais au départ, il appelait ça s'appelait Ferdinand Gagnon. Puis bon, est-ce que tu sais c'est qui Ferdinand Gagnon? Qui c'est ça, Ferdinand Gagnon? Ferdinand Gagnon? Je ne savais pas c'était qui Ferdinand Gagnon avant de faire un peu de recherche, mais c'était un journaliste franco-américain de la fin du 19e siècle qui, lui, on est à une époque où est-ce qu'il y a tellement de franco-canadiens, que le canadien français aux États-Unis.
que lui, il milite en faveur à ce que le nord-est, là, ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre, ben, se fusionne avec le Québec, se sépare Pensez, des États-Unis, puis se fusionne avec le Québec. C'était son... c'est quand même assez particulier de penser à ça. Là, il y a eu des époques où ce que le monde se disait, ah, peut-être que le Québec devrait se séparer du Canada et aller aux États-Unis. Mais lui, c'était le contraire. Puis, lui, dans le fond, ce qu'il voulait, dans le fond, c'est unifier les Franco-Canadiens puis les Franco-Américains. Ouais, puis c'était C'était dans, quelque ben, c'était chose. dans la lignée aussi là, de l'Exode, puis aussi du rapatriement. Lui, bon, je pense qu'il souhaitait un rapatriement. Pas un expert là, de Ferdinand Gagnon, là, mais tu sais, il souhaitait un rapatriement, mais au pire, il ne peut pas y rapatrier, Colin. Tu sais, annexons-nous. Bref, c'était quand même quelqu'un qui était très respecté là, par la communauté canadienne-française des États-Unis. Là. J'ai trouvé un article au Minnesota lors de son décès, puis on parle de lui, là, notre compatriote Ferdinand Gagnon de New Hampshire, journaliste, est décédé. Bon, tu sais, fait qu'il y avait quand même une certaine importance. Puis bon, c'est ça, moi, je communique avec, quand j'ai vu ça, c'est comme ça que je l'ai invité à venir nous parler là, de comment est-ce qui est arrivé là, lui. Parce que moi aussi, hein, toi, tu disais que tu avais des ancêtres qui ont été aux États-Unis. Moi, du côté de mon Plusieurs. père, j'en ai trouvé 5-6 là, facile. Là. On n'a pas parlé de la guerre de sécession, là, mais il y en a un qui a participé à la guerre de sécession. Il y en a d'autres qui ont travaillé dans les usines de coton. Puis bon, Des pour usines ceux de qui... textile. Ouais, ouais, ouais. Puis j'ai fait Ceux qui sont intéressés à cette période-là, il y a eu une série à la télévision, là, il y a plusieurs années, Les Tisserands du pouvoir, qui parle justement de toutes les usines de textile avec toutes les frictions que ça faisait entre les Français et les pas Français. Mhm, mhm. Ouais, ouais, tout à fait. Ben c'est ça. Puis bon, moi, étant donné que j'ai eu beaucoup là, j'ai quand même eu quelques-uns de mes ancêtres là, qui sont passés par là. Je trouvais ça super intéressant. Puis comme tu dis, il y en a qui sont restés là puis qui ont fait une descendance là-bas. J'ai fait une vingtaine, là, 20-25 arbres généalogiques là, jusqu'à présent, là, d'amis ou bon. C'est très, très rare qu'on ne voit pas à un moment donné un ancêtre là, qui a passé aux États-Unis. Là, que ce soit juste aller travailler, là, un recensement, là, oups, il est rendu là. Mon Puis, arrière-grand-père, Paquin, est né aux États-Unis. Puis ils sont mhm. revenus, là, il était sûrement en train de faire un coup d'argent là-bas. Là. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier hein, que il n'allait pas là dans le but de s'installer. Là. Il allait là dans le but de ramasser de l'argent puis de revenir au Québec puis s'acheter une terre. Pour certains, ça a fonctionné, pour d'autres, moins. Puis il y en a Faire la d'autres. pièce, comme on dit. Oui, ben c'est ça aussi, hein. Puis bon, c'était d'être exposé à cette mentalité-là, capitaliste sauvage là, des Américains là, de la révolution industrielle, là, quand Ouais, même. avec Fait que les heures de travail infinissables, des conditions de travail vraiment, vraiment pas hautes. Là. ouais, je ne sais Et pas si on en a des- déjà parlé, mais je suis en train de travailler sur l'histoire d'un Omer Barrière qui était député de l'Assemblée nationale. Puis lui, son frère, eux autres, ils se sont ramassés à un certain moment donné aux États-Unis, à Providence, si ma mémoire est c'est bonne, sûr. Rhode Island, euh, sous toute réserve. Mais bon, bref, lui est revenu, la famille est revenue ici, mais il y en a un des frères qui a dû triper aux États-Unis, puis il est devenu un des journalistes, un des photographes pour le Time Magazine. Quand même. Mais c'est ça. Fait qu'il y en a qui sont restés là puis qui sont éventuellement démarqués. Ben moi, il y a une chose sur Tim, quand on a fait l'enregistrement, lui, il nous parlait de ses ancêtres, parce que, bon, évidemment, il y a des ancêtres qui viennent du Québec, mais de quelle région au Québec? Puis là, il me parlait de l'île verte, puis de Saint-Clément, tu sais. Puis moi, au moment, bon, je connais beaucoup quand même, là, le Québec et ses régions, mais il y a quand même 1500 villes et villages, là, je pense, au Québec. Là. Fait qu'on Tu peut les pas as pas toutes toutes les. visitées? Non, pas encore. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Ouais, Si vous voulez ça serait. m'inviter,
Invitez-moi, mais j'aimerais bien, mais je connais malheureusement pas tout. Puis bon, moi, c'était une région que je ne connaissais vraiment pas à cette époque-là, au moment où on a fait l'enregistrement. Puis bon, moi, je n'étais pas allé là, à l'est de Lévis, sur la rive sud dans ma vie. J'ai fait beaucoup de l'Abitibi, Lac-Saint-Jean. J'étais allé dans le Grand Nord, la baie James, mais je n'étais jamais allé sur la rive sud, à l'est de Lévis. Puis bon, sais-tu, le village, maintenant, j'ai déménagé il y a quelques temps, quelques mois de cela. C'est quoi le village qui est juste là-bas, de ce bord-là, là? Un village par C'est là, pas l'île deux verte, villages, genre? comment? C'est pas l'île verte, genre? Saint-Clément. 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 Ouais, ouais, ouais. Fait que je Là, suis dans t'es dans quel coin, là? je suis dans le bas du fleuve, dans le coin de Trois-Pistoles, Saint-Jean-de-Dieu pour être plus précis. Dans ce coin-ci, il y a des rues Beaulieu dans tous les villages. Il y a une rue Beaulieu. Pas des rues, mais une rue Beaulieu dans chacun des villages ici. Ouais, Ouais, c'est intéressant quand même. demain. Cette émission-là a quand même eu du succès. Quatrième place avec un peu plus de 350 vues. Fait intéressant, c'est que, tu sais, on parlait avec lui, là, mais il a été nommé franco-américain de l'année dernière, Non, 2022. l'année 2020. dernière, c'était. Ouais, c'est ça, 2022, Ouais, pour c'est ça. l'année qui. Ouais. Là, cette année, Non, ça s'en vient non, bientôt. non, non, il y en a eu un entre les deux, je pense. Je pense que OK? c'est 2021, Tim. Parce qu'il y en a eu un. 2021. Ouais. Ouais, puis c'est ça. Puis comme je disais, il y a un gros mouvement franco-américain, puis il y a des gens qui œuvrent dans la promotion de la culture franco-américaine et de la culture française en Amérique. Et puis, ils ont des prix qui sont décernés, mais ça, c'est l'honneur maximal, là, le franco-américain de l'année. C'est quelque chose. Ouais, qui est décidé par les anciens franco-américains de l'année, là, qui sont, bon, toujours en vie, évidemment. La 19e émission qu'on a faite, ça faisait longtemps qu'on voulait l'avoir, cette dame qui est Lise Chartier, l'historienne de l'île Perrot, parce que, bon, Yann, t'habites pas l'île Perrot, mais c'est quand même Non. un coin qui est près de chez vous. Moi, j'ai Ouais, habité l'île c'est un Perrot endroit, pendant je une passe par les quarantaine. Perrault régulièrement. C'est ça, puis moi, j'ai habité là une quarantaine d'années. Donc, on était super intéressés là, à avoir Lise en entrevue. Qu'est-ce que tu as pensé de cette émission-là? Ben, c'est le fun. On a passé plein de sujets. Il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont intéressé là-dedans. C'est une région que je connais. Je connaissais pas beaucoup de l'histoire, mais je connais beaucoup de certains endroits. Euh, on a parlé un peu du moulin. C'est intéressant, les gens qui aiment ce genre de choses-là. On a un moulin à l'île Perrot, à Pointe-du-Moulin, qui est encore, ils l'ont restauré, les fonctionnels, un moulin d'époque, parce qu'il reste presque plus de moulin au Québec. On a parlé aussi de la période où est-ce qu'on a fait l'autoroute transcanadienne qui était censée passer par l'île Perrot. Il y a plein, comment Ouais. est-ce que les différentes routes se sont faites, François Perrault, les différentes personnes importantes. Hey, il y aurait des films qui pourraient être faits sur certains de ces personnages-là, puis c'est de l'histoire qui était presque oubliée parce que les gens ne faisaient pas de recherche dessus. Elle a vraiment poussé beaucoup, beaucoup de recherches. Elle a passé vraiment beaucoup de temps là-dessus. Ça prend quelqu'un qui le fait. Il y en a malheureusement pas dans toutes les régions des gens qui font ça. Puis je pense que c'est important de le faire, puis elle le fait d'une façon. En tout cas, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Mais toi qui habitais là, Pincourt, pour les gens qui ne savent pas, c'est sur l'île Perrot. Il y a plusieurs villes là-dessus. Toi, qu'est-ce que ça, comment c'était pour toi? Ben moi, évidemment, bon, contrairement, je connaissais quand même un petit peu de l'histoire de l'île Perrot parce qu'on s'en fait parler quand même quand on est jeune, ou quand on va à Pointe-du-Moulin, qui est Oui, comme nous autres, on l'endroit. parlait de l'histoire de Vaudreuil, là. C'est ça, tu sais, un peu, mais bon, passer à travers là, toute la période là, de la Nouvelle-France, de la conquête, tout ce qui
tout ce qui se passait sur cette île-là. Moi, en faisant de la généalogie, bon, un sujet qu'on va éventuellement sûrement parler, mais il faudrait trouver un invité au niveau des Allemands qui ont émigré ici. Moi, j'ai un ancêtre qui est allemand, qui était chirurgien là, dans un régiment là, lors de la guerre de l'indépendance des États-Unis, où est-ce que ça ne nous tentait pas bien, nous autres, là, de participer à cette guerre-là pour des raisons évidentes, là. Bon, fait qu'il a fallu qu'il fasse venir des régiments allemands. Puis à travers ça, ben lui, il y en a un qui a marié une Marie-Joseph Daou. Daou, un patronyme Daou, qui est un nom très, très, très présent là, dans l'île Perrault, très sur le présent. centre-ville de Vaudreuil. C'est impossible que tu ne connaisses pas de Daou, là, ou nos auditeurs là, de Vaudreuil-Soulanges. C'est bon. Mais ceci étant dit, il a marié une Marie-Joseph Daou, puis il est devenu le premier médecin de l'île Perrault. Bon, on parlait des soins de santé tantôt, là, puis les docteurs de région. Ben, le premier à l'île Perrault, là, c'était Frédéric Christian Bach Eckenberg, qui était mon ancêtre. Puis bon, on en a parlé là, un peu là, avec Lise, qui m'apprenait que son père avait été un des premiers là, à faire des recherches là, dans certaines maladies mentales, là, dans la psychiatrie. Là, Quand même. Quand même. Puis ça, c'est super régional. Fait que j'imagine que ça n'a pas eu beaucoup d'auditeurs, de visionnement, là, vu que c'était juste des gens de l'île Perrault qui regardaient. Ben, au contraire, parce que c'est comme quand on parle d'un sujet qui n'a pas été bien traité, les gens de l'île Perrault, si vous voulez connaître l'histoire de l'île Perrault, ben, je pense qu'on est la référence. Tu sais, ben, à part les livres de Lise, évidemment. Lise est la référence, mais en termes YouTube, il n'y a pas tant. C'est ça. Elle, c'est par écrit. C'est ça. Ben, ça reste que c'est Lise la référence. Ben, nous, on y a offert cette plateforme-là là, pour vous raconter l'histoire de l'île Perrault. Je veux dire, moi, je essaie de trouver du contenu historique. C'est pas qu'il n'y en a pas. Il y a des petites capsules, Il y des en 2-3 a, mais minutes qui ont été faites. Il y a beaucoup plus de trucs canadiens ou européens ou américains que québécois. Question de population. Mais tu sais, trouver des affaires sur l'île Perrault en particulier, bonne chance. Question de population. Tu sais. Combien est-ce qu'il y a de gens qui font du YouTube sur l'île Perrault versus aux États-Unis? Ouais. 22e place avec une centaine de vues. Ce qui nous a amené à la 21e émission, les registres paroissiaux. Celle-là, je te dirais qu'on a un franc succès. 9e place avec 200 vues. Qu'est-ce qu'on a à dire sur les registres paroissiaux? Hein? On est chanceux au Québec avec nos registres. Il y a des lois qui ont fait en sorte que, même si on était une petite colonie de traite de fourrure, nos registres sont excessivement bons, probablement dans les meilleurs. Ce qui fait que la généalogie est quand même facile à faire pour des Franco-Canadiens. Moi, j'ai essayé de faire des recherches un peu passées en Europe. Souvent, c'est pour ça qu'on arrête. C'est pas parce qu'on trouve ça un peu plate. Là. C'est rendu en France, on est perdu. C'est compliqué. Ça marche par département. Les bibliothèques et archives nationales a fait une belle job pour beaucoup de choses. Puis nos registres sont excessivement bien faits. Il y avait une duplication de registres qui fait que même quand il y a eu des incendies, souvent, il existe encore au moins une version des registres. Puis, on en parle, qu'est-ce que c'est, comment c'est. Parce que moi, j'ai des, on en a parlé, il y en a plein qui ont été aux États-Unis, là. Souvent, là, c'est trouver des registres aux États-Unis, c'est compliqué, surtout pour les catholiques, parce que c'était les anglophones protestants beaucoup, là, fait que souvent, s'il y avait une place qui avait les registres, si l'Église est passée au feu ou le presbytère, faire ça, c'est pas évident, il faut trouver où est-ce que c'est pas facile. Mais les registres québécois, moi, tu sais, dans notre lignée de ce qu'on fait, souvent, on écoute un peu ce qui se passe autour. Là. Moi, j'écoutais des podcasts d'Américains qui parlent sur les émissions, tu sais, comment est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est quand tu fais des... Parce que les autres, c'est spécial pour eux autres de trouver des French Canadiens. Souvent, quand il y en a, ils se rendent compte, souvent, ils apprennent qu'ils sont franco-américains, ils ne savent même pas. Puis quand ils arrivent là, souvent, ce qui se dit, c'est une fois que tu as réussi à prouver ton lien entre la personne qui était aux États-Unis
puis ses parents qui étaient au Québec, là, tu es chanceux parce que là, tu vas monter, ça va être facile. C'est souvent la période de transition entre le français et l'anglais qui est difficile. Mais une fois qu'il arrive dans les registres paroissiaux de la Nouvelle-France et puis de ce qui est maintenant le Québec, c'est un charme parce que, à moins que tu aies des cas particuliers, généralement, tu es capable de monter jusqu'au début de la colline. C'est de la job, il faut le faire, mais tu es capable. Ce qui n'est pas tout le temps le cas quand tu fais de la généalogie dans d'autres pays. Toi, c'est quoi qui t'a marqué de cet épisode-là où on parlait de nos registres paroissiaux? Ben, moi, ce que j'aime, les registres nous apportent beaucoup d'informations là, quand même. Là. Puis, tu sais, c'est de l'information. Tu sais, le gars, c'est un curé, là. C'est pas qui écrivait ça. Oui, des fois, il pouvait. Mais tu sais, il était éduqué. Oui, c'était des gens qui avaient au moins eu de l'instruction. C'est ça, puis tu sais, il écrivait pas n'importe quoi, là, malgré qu'on peut avoir, c'est ça, des fois des anomalies. Ce qui est intéressant, c'est de voir là-dedans la publication des bancs. Des fois, on découvre une espèce de consanguinité que Colin, où c'est qu'elle arrive, tu sais. Tu vas avoir des informations. Les parrains, marraines, j'en parlais tantôt, mais moi, je trouve ça super cool de savoir qui étaient les parrains, marraines de mes ancêtres, puis comment ça se fait, puis pourquoi que, des fois, c'était le frère. Tu vois les liens qu'il y avait entre les personnes. Oui, c'est ça. Dans les registres de mariage, tu vas avoir les témoins, puis là, des fois, tu as des signatures de noms de familles qui n'ont aucun rapport avec, là, tu te dis, ah, bon, ben, ça, c'est un ami, tu sais, c'est un chum, puis là, ben, des fois, ça se peut que ça soit un beau-frère aussi. Des fois, c'est le seigneur de la seigneurie, là, c'est comme assez spécial, tu sais. Puis c'est le Ouais. parrain. Pourquoi? Je pense qu'il faudrait retrouver ça, mais moi, mon ancêtre du côté de ma mère, ben, on dit toujours mon ancêtre, mais c'est un de nos ancêtres, là. On en a plusieurs. Un de mes ancêtres, Nicolas Joly, qui quand il s'est marié, je crois qu'il y avait comme témoin Gilles Lauzon. Oui, c'est spécial. Me semble que je t'avais envoyé ça. Là. Nos ancêtres étaient voisins. Ben, nos ancêtres se connaissaient avant qu'on se connaisse. C'est quand même. C'est assez drôle quand même. Ça fait plusieurs centaines d'années plus tard, on se connaît. Ouais. Cette émission-là, 9e place avec plus de 200 vues, quand même. La 24e émission, celle qu'on vient de faire, là, la dernière, ben écoute, si toi, André Carl, c'était pour toi une sommité dans son domaine que tu voulais rencontrer, ben pour moi, mon Mario le mieux, là, c'est Éric Bédard, puis on a eu la chance de l'avoir en entrevue. Qu'est-ce que tu as pensé de cette émission-là, Yann? Ça, c'était super. Comme tu dis, c'est comme parler avec un champion de la Coupe Stanley. Là. Lui, il a, à son actif, il y a beaucoup de télévision. C'est une sommité dans l'histoire québécoise. Il est impliqué dans la fondation de musées. C'est quelque chose. Puis en plus, c'est un sujet, c'est un sujet qui nous touche. On parle dans cette émission-là de la bataille des plaines d'Abraham, des Français, de qu'est-ce qui se passe autour de ça. Un peu faussement, on s'est comme fait dire que les Français ont perdu la Nouvelle-France à cause de la bataille des plaines d'Abraham. Ça marque notre imaginaire. La plupart des Québécois là, qui ont le moindrement voyagé ou qui sont de la région ont déjà été dans une Saint-Jean, au moins visité les plaines d'Abraham. C'est quelque chose. Puis là, ben, on a quelqu'un qui connaît vraiment ça à fond, qui en parle. Moi en tout cas, c'est intéressant là, comme sujet, c'est intéressant comme invité pour en parler. Toi, tu as trouvé ça comment? Ben moi, écoute, comme tu dis, c'est un moment marquant dans l'histoire du Québec. Puis bon, on a parlé en particulier aussi, il essayait de répondre à la question, est-ce que la France nous a abandonnés? Chose qu'on a entendue dans nos cours d'histoire, puis qu'on entend depuis cette bataille-là des plaines d'Abraham. Mais oui. Est-ce que c'était la réalité? Puis c'est de ça qu'on parle avec lui. Mais au-delà de ça, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, nous, on fait de la généalogie, on essaie
de comprendre la vie de nos ancêtres, ben là, on a un exemple, là, prenez vos arbres généalogiques, puis montez quand vous voyez une naissance avant 1755, 1760, puis bon, qui est décédé après, ou des fois la même année, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de morts hein, quand même durant Oui, ça n'a pas cette été une belle guerre-là. période, là, ouais. On parle de quand même 3, 4 000 hommes là, qui sont citoyens là, de la place qui sont décédés. Fait que ça a marqué hein, nos ancêtres. Puis là, ben, c'est ça, on est capable de mettre en perspective là, quand on voit dans un arbre généalogique, OK, lui, bon, ben, il était dans le bout de Port-Neuf là, à Québec. Là. Nécessairement, il était impliqué là, dans les combats en tant que milicien. Puis c'est ça. Fait que ça nous permet là, de bien saisir là, la vie de ces gens-là à cette époque-là. Ouais, puis là, ben, comme on disait, c'est la dernière émission. Fait que en termes de nombre, là, vu que c'est tout récent, on ne doit pas encore avoir beaucoup de vues. Là. Ben, au contraire, je dirais qu'on a atteint un nombre record là, c'est déjà la quatrième émission la plus vue de la chaîne ou la deuxième de Parlons Ancêtres avec rendu au-dessus de 650 vues là, en date d'aujourd'hui. Puis souhaitons que ça continue. Puis c'est des bonnes vues. Moi, je regarde souvent là, le nombre d'heures de lecture, c'est ça. Ouais. Bon, je divise ça par le nombre de vues, puis en réalité, combien qu'ils l'ont écouté là, jusqu'au bout. Puis c'est quand même intéressant là, comme ouais, statistique. Parce que c'est pas juste de regarder le sujet. Là, on fait une entrevue quand même assez complète avec notre invité qui dure souvent quand même. Il y a des conférences qui durent à peu près autant. Là, souvent, c'est à peu près 1 heure. C'est quelqu'un qui l'écoute au complet, c'est parce qu'il est intéressé généralement. Là. On est intéressé, en fait, les auditeurs, les gens qui nous regardent, là, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette entrevue-là, dans ces entrevues-là, n'importe lesquelles? Commentez, on veut savoir. On va faire plus de ce que vous aimez si on le sait. Quand il y a quelque chose qui nous intéresse, si on estime que potentiellement ça vous intéresse, tant mieux si on a raison. Je n'ai pas la science infuse. Toi, Eric, tu ne penses pas non plus que tu as la science infuse. On fait beaucoup de guesswork là, pour savoir c'est quoi qui marche. Quand ça marche, tant mieux. Mais s'il y a des gens qui disent, regarde, ça, j'aime ça, puis ça, ben moins, ben c'est correct. Là, on est ouvert à vos commentaires. C'est toujours bienvenu. Comme Plume disait. Ouais. J'aurais tendance à te poser, avant qu'on conclue, en général, comment tu aimes ça, le projet jusqu'à présent? Qu'est-ce que tu t'attendais? Tu t'attendais à quoi? Puis où est-ce qu'on est rendu? Je me souviens, on jasait, puis tu disais, tu sais, on pourrait faire ça une émission à 2 parce que tu avais ta chaîne avec juste des émissions à 1. J'étais comme, OK, je pensais pas que tu pourrais faire ça avec moi. J'ai comme, OK. Je pensais pas faire d'émission YouTube un jour. Ça faisait pas partie de mes objectifs de vie. Il y en a qui ont un bucket list, moi, ça n'était pas dedans. Puis c'est intéressant. C'est pas intéressant dans le sens, je suis pas PewDiePie que tout le monde connaît. C'est intéressant. Moi, ce que j'aime beaucoup, on discute, ça nous donne l'occasion de discuter avec des gens qui sont passionnés d'un sujet, qui le maîtrisent, puis, tu sais, avoir l'occasion, de la façon qu'on procède, là, on fait exprès, là, il y a une certaine préparation qui est faite, mais il y a aussi une partie spontanée. On pose, c'est comme poser des vraies questions. On essaye. Des fois, on joue un peu à l'avocat du diable, on pose des questions, on fait l'innocent pour ramener la discussion ou pousser vers un sujet. Mais, avoir l'occasion de parler avec un spécialiste d'une région ou d'un sujet, puis poser des questions qui vont avec ce sujet-là. Tu sais, des affaires que tu te poses la question, mais que des affaires que tu veux savoir, mais que tu ne poses pas la question à personne, là, mais qu'on a l'occasion de le faire. Là. Comme on dit dans notre langage, ça vaut 100 pièces. C'est vraiment intéressant. Avoir l'occasion, comme je te disais, avec Éric Bédard ou avec André Carl, André Carl il a débloqué certaines informations sur mes ancêtres dans un de ses livres que j'ai trouvé. Puis ça, je peux y parler. C'est cool, tu sais. En plus, pour savoir qu'il était à la même école secondaire que moi, en particulier. J'aurais pas deviné.
Mais non, c'est vraiment intéressant. Ça nous permet aussi, moi j'aime beaucoup, tu sais, je parle, tu sais, comme beaucoup de gens qui ont une histoire, j'aime ça en parler. J'aime ça la raconter. Puis, ben, c'est une tribune pour la raconter et que je crois, en tout cas, vous nous le direz si c'est pas vrai. Moi, je pense que les gens qui nous écoutent, c'est parce qu'ils aiment ça. Si vous regardez notre vidéo, c'est parce que vous, comme nous, aimez ça quand on en parle. Moi, j'écoute nos émissions des fois. J'ai pas une discipline dans la radio. Quand que je fais des déplacements là, pour la job, puis que je suis une couple d'heures dans le char, j'aime ça les écouter. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des changements à un moment donné, en nous écoutant les microphones, m'organiser pour avoir une meilleure installation. Tu sais. Mais c'est aussi, même si c'est moi qui parle, des fois, je me trouve intéressant sur certains sujets. Puis c'est comme, ah ben oui, ben c'est moi qui parle. C'est drôle parce que je m'écoute en trouvant ça intéressant. Quelque chose que je ne pensais pas faire jamais de ma vie, m'écouter puis me trouver intéressant, je ne m'écoute pas parler de ça. Je parle, là, je ne m'écoute pas. Mais, je trouve ça drôle. C'est encore, quand on parlait de bucket list tantôt, c'est pas pantoute dans ma liste. Mais je trouve ça le fun. On a des sujets intéressants. Puis tu sais, en tout cas, moi, c'est une expérience que je trouve enrichissante. Je ne sais pas pour toi. Toi, c'est comment? Moi, je veux dire, j'aime le processus. Évidemment, tu sais, on s'entend qu'on n'a pas commencé ça pour arrêter après 2 fois, là. Tu sais, fait que te dire, tu t'attendais-tu à t'être rendu là? Oui, puis non, là, tu sais, on ne sait pas où on va se rendre, mais l'objectif, c'était d'en faire le plus possible. Puis bon, jusqu'à date, ça va quand même bien. J'aime le processus où est-ce qu'on est arrivé, là, justement, tu sais, au début, on parlait d'une discussion, puis là, ben, ça faisait un peu 110% par bout, puis, tu sais, bon, Parlons pas tout le temps. sport. Ça, ouais, c'est ça. Fait que là, bon, OK, on va essayer d'être un petit peu plus structuré, sans trop l'être non plus. Fait que là, bon, ça, on l'annonce toujours à nos invités, mais bon, pour nos auditeurs, sachez qu'on a à peu près, quoi, 1 heure de recherche quand on fait tout au plus. Ben, même, je Ouais, pense que toi, ça tu n'as pas dépend de des recherche. sujets, des fois plus, des fois moins. Non, mais tu sais, On- comme dans une recherche récente pour préparer l'émission, moi, ce que oui, je fais, je vais préparer ouais, une liste d'une dizaine de questions. C'est ma recherche, j'envoie ça à l'invité. L'invité va dire, ah, c'est bon, ou il va me dire, ah, celle-là, je ne pourrais pas répondre, fait qu'on va en mettre de côté, ou remplace-la par celle-là. Puis bon, Yann n'est pas au courant de ces questions-là. par design. Puis c'est ça, fait que comme ça, ben lui. La seule chose qu'il sait, c'est qu'on va y aller dans un ordre chronologique. Fait qu'il ne va pas me poser des questions sur 1900 quand on est rendu en 1700. Mais fait que ça permet aussi à poser des questions que je n'avais pas pensées. Parce Ou qu'au des début, questions. tu me donnais les questions, puis je me rendais compte que quand j'avais les questions, je savais c'est quoi que tu pour demander, puis j'allais moins vers. Parce que l'objectif, comme qu'on dit aux invités, là, c'est que toi, tu es là pour garder la ligne de Directrice, ouais. l'entrevue, puis moi, je suis là pour la péter. Ouais, c'est ça. Des fois, je réussis. Ben, tu sais, dans le fond, c'est normal qu'on déborde d'un sujet là, quand qu'on dévie d'un sujet. Ben, moi, ça va te ramener vers le point central là, de l'entrevue. Yann ne connaît pas des questions. Des fois, il me vole des questions. Puis, bon, c'est correct, je fais juste la barrer. Tu sais, quand c'est arrivé, là, on n'a pas passé encore cette émission-là, mais il y a une émission sur l'histoire de la boisson au Québec. Je pense que tu m'as volé trois questions à aller. Pau, pau, C'est parce pau. Ah ben, que tu avais des bonnes questions, c'est pour ça. c'était bonne. C'était des bonnes. Bon, ben, tu sais, si tu y as pensé, c'est parce que c'était une bonne question. Puis d'un autre côté, si toi tu y penses, moi, j'y avais pas pensé. Ou c'est la spontanéité de l'entrevue qui fait que des fois, l'invité va aller un petit peu plus trop, comment dire, deep, là, ou trop en En profondeur. profondeur. Puis toi, Yann, ben, tu vas poser une question, genre un peu comme, hey, ramène-nous là, au niveau où est-ce Ouais, qu'on est parce là, tu que sais. c'est ça, quand on fait ça de même, le beat était. En tout cas, je pense que le beat est intéressant, puis ça fait en sorte que, tu sais, que ça donne un certain contenu. Il y a aussi une grosse partie d'édition. Là, ce que les gens ne savent pas, c'est que là, on enregistre une émission. Là, des fois, on fait une entrevue, ça dure 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Puis là, ensuite, là, on les réécoute 3, 4 puis 5 fois. Parce qu'on monte, on coupe, on amanche, on rajoute souvent, on illustre parce que
c'est pas un podcast. Si c'est un podcast, juste le verbal serait parfait, on essaie de décrire. Mais des fois, on va essayer, on va cartographier. Quand on parle de région, c'est toujours intéressant de le Ouais, cartographier. Quand on parle un d'endroits, souvent, on va personnage. essayer, ouais, les personnages, on essaie de les illustrer, un peu comme qu'ils font à TV. Puis l'objectif, c'est de rendre ça un peu plus intéressant, mais là, l'air de rien, il faut faire le montage, il faut rajouter des illustrations. On va le regarder des 2, 3, puis fait qu'une émission, ici, on a fait une émission qui dure 2 heures. Des fois, ça va avoir en écoute, était un 10-12 heures par personne, on est Ouais. deux. Ouais. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure, des fois, je les écoute souvent plus tard, c'est parce qu'on ne la réécoute pas tout de suite après, parce qu'on l'a déjà écouté comme 8 fois. Là, c'est Ouais. intéressant d'écouter plus tard quand on a du recul, en tout cas pour moi, parce que comme je disais, je m'écoute, puis je me souviens pas de ce que je dis nécessairement, spécifiquement. Puis là, je m'écoute sur un sujet quelconque. Quand on avait, qu'on fait juste moi puis toi, là, je m'écoute, puis comme ah ouais, c'est intéressant. Mais comme je te dis, je réalise pas toujours que c'est moi qui parle parce qu'on a assez de recul pour l'écouter. Mais ça, moi, en tout cas, je trouve le processus super Moi, intéressant. ceux que je réécoute, ça va être souvent avec l'invité, parce que je te dirais que pendant l'entrevue, On se bon, concentre sur l'entrevue. ouais, c'est ça. Puis des fois, bon, veut pas, ben, je devinerai que c'est pas notre profession, là. Je pense que c'est pas un secret pour personne. Puis deuxièmement, ben, tu sais, des fois, on a pas de régisseur, il n'y a pas personne là, qui nous parle dans l'oreille. Fait que là, il faut Ouais. qu'on soit de l'attention et dévier ailleurs. Fait que moi, des fois, je vais avoir des petites périodes où est-ce que là, en me concentrant sur deux affaires, j'en ai peut-être manqué un bout, mais tu sais, fait que là, après ça, au montage, ben là, t'as un autre différent angle quand tu l'écoutes, l'entrevue. Fait que là, ben, quand un coup qui est monté, là, je te dirais, là, je deviens un spectateur. Ouais, c'est ça, c'est ça. Là, je deviens le spectateur, là, puis je suis là pour. Oui, Ouais, parce qu'il y a j'avais appris sur, sur, pendant sur, l'entrevue, mais sur j'étais pas chaque- focusé sur c'est ça. l'apprentissage. Sur chacune de ces émissions-là, il y a au moins 2 visionnements que c'est nous deux qu'on les a regardés, souvent pas tout de suite après. Ouais, c'est ça. Mais en Je me tout suis cas, ben écoute, découvert un talent de traducteur oui, avec l'émission, parce que quand on passe en entrevue des Franco-Américains qui ne parlent pas nécessairement assez bien français pour faire l'entrevue en français au complet, ben, on leur pose la question, ils répondent en anglais, mais là, dans une émission en français, fait que je traduis. Je pense que je fais quand même une pas pire job. ouais, ouais, ouais. Le résultat, au début, on était comme, comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais essayer de traduire, on va voir ce que ça donne. Mais finalement, je pense que c'est pas pire. Je pense que le beat est quand même correct malgré qu'on a 2 langues. C'est un peu comme quand on est en passant d'entrevue un joueur de hockey en anglais pendant une game de hockey. Là. Le beat est là, puis ça passe bien, je pense. Ouais, ouais. Je me souviens qu'on s'en parlait au début, comment est-ce qu'on va faire ça. Puis là, bon, ben, vas-y où j'y vais, puis l'autre, il complétera si l'autre a oublié de quoi. Puis là, un moment donné, toi, t'es parti, puis je fais, vas-y, Ben, vas-y. ça, Mais ça, ça, ça se c'est un faisait bien différent d'avoir beat. juste. Ouais, c'est ça. Mais ça se faisait bien d'avoir pas mal souvent la même personne qui traduit. Parce que pendant que je m'occupais de tenir c'est quoi que j'avais à dire en français, je m'occupais pas de ce qui se passerait après. Fait que tout se continuait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis toi, t'as un différent beat là-dessus, là, parce qu'il faut vraiment que tu te rappelles de tout ce qui est en. Puis tu te concentres. Tu sais, tu te concentres pas sur le Des film, fois mais c'était long, plus. là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, ouais, je me souviens que tu faisais des interventions pour dire, là, écoute, là, j'en ai à traduire, là. Tu sais. C'est ça. Puis bon, tu sais, Ah, non. on a aussi développé là, des petits trucs avec le temps. Puis moi, je voudrais juste dire, avant qu'on conclue, parce que ça fait déjà quand même un bout qu'on est là. Moi, ce que j'aime aussi, c'est le réseau qui se développe. Tu sais, c'est les contacts, les gens. Tu sais, on n'est pas des spécialistes. Je le dis toujours en entrevue, on est des passionnés. On n'est pas spécialiste d'aucune période là, de l'histoire du Québec, mais d'avoir accès à des gens comme, tu sais, je veux dire, moi, je veux dire, au niveau du hockey, quand j'ai des questions, j'écris à Michel, puis Michel me répond, là, et, tu sais, au lieu de chercher pendant 8 heures la réponse, là, ben écoute, tu sais dessus, puis tu sais, puis c'est super, tu sais, c'est super le fun, là, tu sais, d'avoir ce réseau de contacts-là, que ce soit Philippe, que ce soit, tu sais, puis on en a d'autres là, qui s'en viennent. En tout cas, moi, comment dire, c'est un peu ma paye. Tu sais.
C'est, non, mais d'apprendre Oui, ces parce choses-là qu'on avec ne ça. monétise pas ta chaîne. L'objectif, c'est pas de faire de C'est l'argent. pas monétisé, là. Puis, bon, quoique ça a quand même certains coûts là, associés à ça, mais ça reste relativement là, minime. Comme je dis, moi, ma paye, c'est de rencontrer ces gens-là, puis qui viennent nous parler pendant 1 heure et demie, 2 heures de le sujet qui leur passionne. Ben, moi, ça fait ma journée. Ce qui m'amène à vous inviter, si vous êtes, encore une fois, si vous êtes un passionné d'un sujet ou que vous êtes un spécialiste d'un sujet, vous venez de sortir un livre, une conférence, vous voulez faire la promotion de quelque chose qu'on va apprendre sur nos ancêtres, eh bien, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Oui, ou même des Euh, gens qui font juste des recherches sans être des spécialistes professionnels. Là. Si tu es en train de faire de la recherche sur ton ancêtre XYZ là, qui est intéressant là, à parler, puis que tu te tentes d'en parler, puis que tu veux partager ça avec des gens, là, on est là pour ça. Contactez-nous. Tout à fait, tout à fait. Les passionnés comme nous sont tout autant invités à venir parler de leur sujet. Ce qui m'amène à te poser une question, Eric. Là, ça fait 2 ans là, qu'on fait ça. Qu'est-ce que l'avenir réserve à Parlons Ancêtre? J'ai toujours eu tendance à ne pas faire de prédictions sur l'avenir. Bon, ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir éventuellement une émission sur l'histoire de la boisson au Québec, de l'alcool au Québec. On va éventuellement essayer d'avoir Philippe, encore une fois en entrevue, qui se spécialise aussi de plus en plus du côté des transports, étant donné qu'il est camionneur. Il fait beaucoup de choses sur les routes, l'histoire des vieilles routes. Mais dans son cas, à lui, on aimerait bien ça le rencontrer pour qu'il vienne nous parler de l'histoire du train. Sujet qui a Le Grand assurément touché à Trunk, la vie de le nos train du ancêtres. Nord. Tout le développement, toutes des choses intéressantes. Puis, bon, c'est ça, on en a On va quelques-uns là, sûrement reparler encore de hockey une couple de On va fois. sûrement reparler encore de hockey. Puis on va essayer aussi d'avoir 150e de Saint-Lazare, Paul Lavigne étant le président qui va venir nous raconter là, l'histoire de C'est quoi Saint-Lazare. ce nom-là, moi, Paul Lavigne? Saint-Lazare de Vaudreuil et non pas Saint-Lazare de Bellechasse. Ouais, ça c'est particulier. Moi, j'aimerais qu'on parle éventuellement de langage. Le Oui, français qui est qui a un fait évolué. culturel important au Québec. Mais au début de la colonie, le français, c'était encore relativement nouveau, là. Les langues qui ont mené au français. C'est quand nos colons sont arrivés, souvent ils parlaient un dialecte régional spécifique, là, le saintongeais, le breton, le normand, Et le le fait, charentais. Puis ces gens-là, ils se comprenaient, mais avec des expressions bizarres. Puis ces expressions-là, on les a encore maintenant. Quand je dis moi et tout, j'aime ça. C'est pas de l'anglicisme, c'est pas du slang, c'est du vieux langage. Le Mhm. tout vient probablement genre du breton ou quelque chose. Il y a des spécialistes qui se spécialisent là-dedans. Puis moi, j'aimerais parler des patois, des sacres de nos ancêtres. Ça doit être intéressant. Ouais, il ne faut pas l'oublier que le français a été unifié dans la vallée du Saint-Laurent bien avant qu'il le fût en France. Ce qui est quand même spécial. Mhm, mhm. C'est ça. Nous autres, on parlait français avant les Français, là, officiellement. Non, Puis mais on parle c'est. encore un meilleur français qu'eux autres. Là. Je ne veux pas être plate pour vous autres, les Français, là, mais tu sais, moi, je me souviens d'avoir demandé à quelqu'un une fois en France, est-ce que c'est correct de stationner ma voiture ici? Parce que je comprends pas, là. Mais que c'était correct de la parquer, par exemple. Parquer, c'est en anglais, là, comment? Ouais, c'est ça. Ben, il y a plein de sujets. Moi, c'est les Allemands, les Irlandais, Oui, toutes si les vous vagues avez d'immigration autres que françaises toutes ou les vagues anglaises. d'immigration, écoutez, si jamais ou si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé, référez-nous là. Là-dessus, je pense qu'on va se souhaiter une bonne journée, une bonne fin de journée. Si vous avez aimé, comme je mentionnais tantôt, il y a plein de manières d'aider la chaîne, soit en cliquant sur le bouton j'aime, en commentant, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, ou en
partageant la vidéo encore mieux ou en parlant des amis. Là-dessus, je vais te souhaiter une bonne journée, Yann, et une bonne journée à notre auditoire. Oui, bien, merci Eric. Merci d'avoir été présent, d'être resté jusqu'à la fin. En espérant que vous passiez une excellente journée, puis bonne journée à toi, Eric.